Bienvenue pour cette session de 45 minutes autour des innovations disruptives et des nouveaux business models. On est très heureux que le Hub Institute soit associé pour cette deuxième année à travailler avec des experts métiers autour de la transformation, avec ce thème qui est effectivement un des thèmes de l'année, l'émergence de nouveaux business models. Vous en connaissez en B2C, j'imagine, et puis on le verra sur les différents keynotes. Et on va aussi en parler des nouveaux business models sur la partie B2B, qui transforment vraiment des choses qui n'étaient effectivement pas possibles avant et qui le deviennent aujourd'hui. Alors j'ai la joie d'avoir trois top intervenants. Julien Le Sécher, donc de Windows Azure, qui est Business Group Leader de Microsoft France. Cyril Smet, qui est cofondateur associé de AP2S. Et puis Adrien Aumont, le cofondateur de KissKiss BankBank. Donc je voudrais démarrer tout de suite par Julien. T'enchaînes les sessions, c'est clairement un signe parce que c'est le cloud est au cœur de la transformation et au cœur des nouveaux business models. Donc est-ce que tu peux nous en parler rapidement et nous préciser un petit peu les enjeux? Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux aussi d'être ici avec vous, qui faites bouger le marché, parce que c'est quand même ça qui est intéressant. On est là également pour parler beaucoup du cloud. Vous en entendez parler, il y a un cloud washing qui est absolument hallucinant sur le marché. Ouais. Je ne vais pas dire qu'on va rétablir les vérités, mais en tout cas, on va essayer de vous éclairer un petit peu plus sur ce qui va être le vrai cloud des faux clouds. Windows Azure, concrètement, c'est l'offre de cloud public de Microsoft. On a 15 data centers dans le monde et on investit beaucoup d'argent pour vous permettre de payer beaucoup moins cher. Donc c'est à peu près ça l'idée de la chose et de vous permettre d'avoir un time to market extrêmement intéressant pour vous permettre de disrupt, comme on dit, le business. On enchaîne sur la présentation ? Oui. Ok. Donc, je suis désolé, j'ai pas rendu hommage à la personne qui a pris la photo, mais on la mettra par contre sur les slides. Évidemment. Avec plaisir. Préparez-vous à être bousculés, si vous ne l'avez pas déjà été, parce que globalement, les acteurs qui sont ici aussi autour de cette table sont en train de bousculer les modèles établis. Et en fait, on s'aperçoit que ça existe depuis toujours. Si on prend le premier cas vraiment documenté, je vous invite à aller voir sur le net, là-dessus, c'est Western Union, qui avait à peu près le monopole du marché de la communication aux États-Unis, s'ils étaient leaders dans le télégraphe. Et puis est arrivé le téléphone. Et à l'époque, ils ont refusé les brevets du téléphone. Il y a le patron de Western Union qui a quand même dit « Mais pourquoi on s'embêterait à avoir un truc aussi moche chez nous, alors qu'on peut appeler quelqu'un pour qu'il envoie un message à quelqu'un d'autre ?» Ce qui paraît quand même assez bizarre, mais c'est le principe du télégramme. Et puis finalement, Bell est arrivé et a tout arraché sur son passage. Et c'est quand même une bonne leçon. C'est un moment, quand on est leader, on se dit « J'y suis, j'y reste ». Le problème, c'est qu'en général, on reste trop longtemps, on y meurt à la même position. Et la disruption, c'est vraiment de repenser son business model, repenser la promesse qu'il va y avoir vis-à-vis du consommateur. Et ça se passe encore plus à l'heure actuelle. Si vous regardez, c'est un professeur de l'université d'Yale, Richard Foster, il a déclaré qu'en 2020, le Fortune 500 sera composé pour 3/4 des d'entreprises que nous ne connaissons pas. 3/4. Vous allez me dire, il exagère un peu, Richard. Le truc, c'est que moi, quand je regarde mon industrie, qui s'appelle l'industrie IT, si je compare le top 10 des acteurs en termes de chiffre d'affaires de l'an 2000 et de maintenant, il n'en reste plus que 3. Et je vous invite à vous poser les questions qui y manque, plutôt qui y reste. Mais c'est quand même assez intéressant de voir ça. Ensuite, c'est également voir que ce n'est pas essentiellement uniquement dans l'IT, c'est également dans d'autres industries. Je ne vais pas parler des taxis, je n'ai pas envie de problème. Mais globalement, on voit qu'il y a une manière disruptive aussi sur cet aspect-là. La cigarette, c'est un magnifique exemple. Vous imaginez, l'industrie du tabac, une industrie de plusieurs milliards de dollars, ils font quand même un produit qui donne le cancer et qui pue. Il y a quand même pas, c'est difficile de dire un autre truc. Et il y a un mec qui est arrivé et qui fait un truc qui donne pas le cancer et qui pue pas. Et ils ont pas pensé à ça, alors qu'il y avait quand même deux problèmes majeurs sur leur produit, on va dire. Et puis il y a la musique, qui est pour moi le meilleur exemple de disruption, parce qu'en gros, c'est quelqu'un qui a disrupté le marché, va être amené à être disrupté plus tard. Il y a eu la radio, il y a eu le vinyle, il y a eu le vinyle, il y a eu la cassette. Il y a eu la cassette, il y a eu le CD. Il y a eu le CD, il y a eu Napster. Pendant 2 ans, ils ont cassé le marché. Après, ils se sont fait casser par les réglementations. Mais heureusement, il y a eu iTunes qui est arrivé. Et après, iTunes a tout arraché sur son passage. Et maintenant, je ne sais pas si vous regardez les résultats de l'App Store, pour la première fois dans l'histoire de l'App Store, il y a eu une décroissance de l'activité ou du chiffre d'affaires généré par la musique au sein de l'App Store. Au profit de qui ? Au profit des Spotify, au profit des Deezer, au profit de tous les acteurs qui font du streaming et qui réinventent non pas par une rupture technologique, mais par une rupture de business model, ces aspects-là. Alors moi, j'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit sur votre business. Par contre, ce que je vois,
Et ce à quoi vous pouvez penser, c'est que tout ce que vous faites, je dis bien tout ce que vous faites, je vous conseille vraiment de le considérer comme un device et comme un service. Si vous avez assisté à la plénière de ce matin, globalement, vous avez vu que les périphériques sont partout. Il y a plein d'analyses d'ici 2020, ils disent 80 milliards, 50 milliards de périphériques connectés. En gros, c'est un gros x5, x6, x7. Je ne sais pas si on arrivera vraiment à le définir, mais en gros, évidemment, tout est connecté. Vous le savez, vous le vivez tous les jours. Vous avez votre PC portable, votre téléphone, votre tablette, votre balance, votre voiture, votre frigo, votre montre. Mais après, plus tard, ce sera réellement, alors pour ceux qui connaissent, moi je suis un grand fan de la théorie de la singularité, mais en gros, bientôt, ce sera votre dent qui sera connectée, ce sera globalement, ça fera partie de vous-même. Parce que plutôt que de l'avoir dans les poches, autant directement l'avoir sous la peau. C'est sûr qu'on sera bien connecté. Ce qui est intéressant, c'est surtout que derrière, quand on regarde justement cette partie de la connectivité, c'est que vous allez pouvoir ajouter du service. Et c'est pour ça qu'il faut bien considérer le device et le service. Le service pour ajouter de la valeur auprès de l'utilisateur final. Moi, je suis un grand client de Nike avec leur montre connectée. Voilà, exactement. Ouais. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont réussi à ajouter vraiment un bullet point à un produit qui était à la base extrêmement physique. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi, je peux me comparer mes performances avec les autres personnes, les partager, et ainsi de suite. Mais également, il y a également une notion de service autour du device connecté qui va être une notion de service caché. C'est-à-dire que pour vous, en tant que fabricant, vous allez pouvoir récupérer de la data pour savoir qu'est-ce que font les gens de votre produit, quel usage ils ont de votre produit, à quelle heure, quel type de fonctionnalité ils utilisent ou ils n'utilisent pas, de manière à pouvoir fabriquer le meilleur produit pour la V2. Et donc, de fait, cette notion de Devices and Services va vous permettre de non seulement disrupter le marché pour ajouter de la valeur à un produit, et au final, où se situera réellement la valeur, sera peut-être réellement que dans le service qui sera ajouté, mais également de mieux concevoir le produit pour pouvoir planifier ce qui va arriver dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Au final, on ne sait pas ce qui sera important. Je veux dire, Polar, c'est quand même un super exemple. Polar, si vous connaissez, si vous courez. Mais globalement, vous avez un acteur qui était déjà là avec des objets connectés pour prendre le cardio lorsque vous couriez, etc. Mais ils n'avaient pas ajouté la dimension service. Et c'est Nike qui est arrivé là-dessus. Et bientôt, Nike va être challengé, j'en suis sûr, par des grands fabricants de l'IT qui vont faire des montres. Et là, ils ne vont pas seulement disrupter Nike ou les gens du running, mais ils vont disrupter les acteurs de la santé. Et c'est quand même extrêmement intéressant de voir cette pollinisation des différents marchés, et seule la notion du device and services peut donner ça. Le deuxième grand point, vous l'avez certainement lu, entendu, etc., mais c'est quand même assez intéressant de pouvoir vraiment se focaliser sur cette phrase « Not every company is a software company ». Et c'était dans Forbes. Comment ? J'ai quand même regardé mon... Voilà, c'était Kirkpatrick qui l'avait dit. Et puis à Gartner, il y a eu un super symposium, dernier symposium Gartner 2013, Sandergaard, qui a également mis l'accent sur « vous êtes une compagnie de software ». Au même titre que Microsoft, au même titre que Facebook, au même titre que Twitter, vous fabriquez des voitures, des chaussures, ce que vous voulez, vous êtes une entreprise de logiciels. Et à l'heure actuelle, vous devez vous poser la question, quelle est la part de mon IT qui fait du support au business ? Pour les PC, la maintenance, le réseau, la sécurité. C'est bien, c'est un mal nécessaire. Ensuite, vous avez qu'est-ce qui supporte réellement mon business, qui contribue au business. Et là, c'est plutôt des applications métiers, des ERP, des CRM, ainsi de suite. Et après, c'est qu'est-ce qui fait votre business ? Quelle est la part au sein de vos produits que vous vendez, vous commercialisez auprès de vos clients ? Qu'est-ce qui intègre réellement de l'IT ? Et là, ça va être effectivement un sacré challenge parce que c'est Gartner qui prédit que d'ici 2015-2016, 35% des investissements IT d'une entreprise seront dépensés par le marketing. 35%. C'est quand même des montants énormes. Donc derrière, vous allez devoir aller vite. Et pour aller vite, il y a un truc qui est pas mal, c'est le cloud public. Et le cloud public, globalement, ça vous permet 3 trucs. Premier truc, c'est le droit à l'erreur. Plantez-vous. Parce que c'est en général quand on se plante, on apprend. Et ce qui est intéressant avec le cloud, c'est que vous n'avez pas d'upfront invest, vous payez à l'usage. Et ça, c'est quand même extrêmement important dans cette démarche, notamment de nouveaux marchés. Et 2, vous payez à l'usage. Donc si ça marche, vous payez plus. Mais globalement, si ça marche et que vous avez un business model, vous gagnez plus. Donc ça ne vous pose pas de problème. Le deuxième point, c'est le temps. On dit le temps, c'est de l'argent. Moi, je dis le cloud, c'est du temps. Mais vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qu'il y a d'important. Je me défie n'importe qui d'avoir un client qui vous a dit une fois qu'est-ce que j'apprécie votre produit parce que votre serveur il est super bien patché. Il n'y a personne qui vous dit ça. On vous dit votre bagnole elle est super parce que vous avez une super carrosserie, vous avez un super device, etc. Une super interface utilisateur. Mais passez du temps sur ce qui va faire la différence. Et c'est vraiment ça, le cloud, c'est de passer du temps sur ce qui va faire la différence et ce qui va faire votre business. Et évidemment, pas de le passer sur des choses qui vont être
un petit peu rébarbatives, ou en tout cas qui n'ont pas à faire la différence, même si elles sont critiques. Et enfin, de penser l'impossible. À l'heure actuelle, avec le cloud, vous allez pouvoir, de la France, profiter des data centers qui vont être basés au Japon, qui vont être basés aux États-Unis, pour pouvoir lancer un nouveau service et le voir de manière globale. Pensez à l'impossible, parce que même si vous n'avez pas d'invest, vous allez pouvoir effectivement lancer un nouveau service et vous permettre de le lancer sur le marché. Donc mes 3 conseils, encore une fois de manière très, très humble, mais pour penser à disrupt le marché, c'est penser votre business comme un business de device et de service. 2, dès maintenant, pensez votre entreprise comme une software company, parce que vous êtes une software company. Et enfin, pensez à ce que vous voulez, pas à ce que vous pouvez faire. Voilà, merci à tous. Merci Julien pour cet éclairage. On aura l'occasion d'échanger un petit peu sur les enjeux et sur comment on met en place cette transformation et comment on vend et on partage la disruption. Cyril? Oui, bonjour à tous. Tu es un partenaire Microsoft, tu intègres des solutions très innovantes en utilisant justement le cloud. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les 2-3 angles qu'on avait évoqués, qui sont très concrets et qui vont parler à l'audience? Bien sûr. Alors, nous, on intègre une solution qui s'appelle OpenField, qui est dédiée au stade. Donc, aujourd'hui, on surfe aussi sur la vague Euro 2016 et la construction de nouveaux stades, la rénovation. Et on attaque d'autres secteurs maintenant qui sont les centres commerciaux, les aéroports. Et également, on a l'ambition de vendre notre solution à l'étranger. Et on a eu une approche assez simple, c'est de se dire il faut réinventer l'approche CRM, réinventer également la BI avec une notion de GeoBI et avoir une vue du ciel un peu de son activité. Et pour reprendre la sémantique un peu Microsoft, c'est aussi intégrer l'expérience utilisateur et les applications modernes dans cette veine-là. Alors, rapidement, le contexte économique de notre marché, il est très simple, c'est qu'on a de nouvelles arènes, nouveaux stades qui se construisent aujourd'hui. Je prends toujours l'exemple, c'est qu'il y a encore quelques années, c'est les jardiniers de la ville qui ouvraient la porte du stade. Aujourd'hui, c'est des sociétés qui appuient sur un bouton qui ouvre toutes les coursives. Ils cherchent des optimisations de revenus, ils cherchent énormément à avoir un retour sur investissement sur tous les engagements qu'ils peuvent faire. Donc ça, on change d'air et dans l'exploitation de ces enceintes. Donc les perspectives business sont quand même assez bonnes face à ce nouveau marché qui se crée. En revanche, le contexte technologique, il est ce qu'il est, surtout qu'on travaille avec des constructeurs dont l'investissement est plutôt dans le béton plus que dans la technologie. Et quelque part, pour le moment, mais on apprécie de travailler avec eux parce qu'ils changent très vite. Et c'est des gens intelligents. Et on est quand même confronté à des silos. Donc, quand on choisit le contrôle d'accès, on ne pense pas forcément au logiciel de billetterie. Quand on construit la GTB, on ne pense pas forcément au maillage, donc la gestion technique du bâtiment, pour être plus précis. Donc, on ne pense pas au maillage et aux nouveaux usages. J'ai l'exemple à Lille où Stade de Lille, on travaille beaucoup. Ils vendent maintenant beaucoup de séminaires, mais encore jusqu'à quelques temps, il fallait activer l'ensemble de l'énergie du stade pour ouvrir quelques loges. Et c'est toute cette approche et ces nouveaux usages qui font qu'il faut repenser, mais surtout décloisonner les systèmes. Alors, quand on parle de ça, il y a plusieurs manières, mais la meilleure manière, c'est aussi de réfléchir le partage des informations entre les systèmes et l'extraction des données, l'échange de données. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé dans ce domaine, dans ce qu'on appelle le data management pour ces stades. Alors ça, ce sont plutôt les faiblesses. Les avantages que l'on rencontre, c'est quand le réseau est bien pensé, on a une épine dorsale hyper importante pour aller décliner le corner Microsoft dans le bon coin du stade pour aller faire la promotion des outils marketing. On a l'ossature pour pouvoir ensuite commencer à discuter avec le marketing quelque part, pour être sûr de pouvoir répondre à leurs ambitions. On a aussi des architectures applicatives qui sont aujourd'hui ouvertes. On ne pensait pas, il y a encore 5 ans, que les systèmes de caisse avaient des API pour discuter avec un CRM. Aujourd'hui, on y est, donc on sait cultiver aussi cette valeur pour pouvoir échanger les données. Alors, ça, une fois que le contexte est posé, on s'est dit, mais pourquoi maîtriser ces données? Il a fallu trouver les arguments en rencontrant également les différents décideurs. Alors, j'ai quelques exemples, je ne vais pas tous les citer, mais la première question est intéressante, c'est est-ce que la loge est disponible la semaine prochaine pour accueillir un séminaire? Mais la notion de disponibilité, je vais la trouver où? Je vais la trouver dans mon logiciel de billetterie, parce que je vends mon billet loge, mais je vais également aller la chercher, cette disponibilité, au sein de ma gestion technique de bâtiment et ma gestion de la maintenance du bâtiment, parce que c'est peut-être le peintre qui m'a réservé la loge pour la rénover, alors que je pensais la vendre. Donc ça donne une notion de disponibilité intéressante. Une autre question qui peut être pertinente, c'est est-ce que je dois ouvrir ou je peux ouvrir cette buvette à 17h? Alors, si on imagine l'aide à la décision que l'on peut apporter, c'est je vais aller chercher les informations au niveau du contrôle d'accès face à cette buvette pour savoir quelle est l'affluence.
je vais aller chercher le nombre de personnes qui ont acheté des consommations à cette même époque derrière le système de caisse. Je vais également connaître les produits pour savoir est-ce qu'ils prennent plutôt du café à 17h ou de la bière, même si la bière est interdite dans les stades en France. Je vais aller chercher au niveau de la gestion technique de bâtiment, combien me coûte en énergie la friterie. C'est un exemple véritable à Lille. Ils sont très consommateurs. On a également le prépayé, la fidélité et tous ces TPE qui sont aujourd'hui utiles pour, d'une part, encaisser, mais aussi connaître qui est derrière le porteur de carte. Donc là, on a aussi une valeur intéressante à aller chercher. Et enfin, la ressource humaine pour dire est-ce que c'est mon staff qui est, on va dire, très efficace ou c'est mon produit qui est médiocre, pour savoir pourquoi j'ai personne à 17h. Donc dans cette logique-là, on réfléchit à augmenter les revenus, mais également optimiser les coûts, parce qu'on pense, normalement, en travaillant avec les directions commerciales et les directions marketing, essentiellement augmenter les revenus, mais on sait qu'aujourd'hui, optimiser les coûts, et quand on sait que l'énergie va prendre 20% jusqu'à 2020, il est intéressant d'aller regarder à gauche à droite quelles sont les consommations énergétiques dans mon stade. Alors j'ai d'autres exemples, et je vais prendre le dernier, c'est quels sont les nouveaux services. On parlait de services tout à l'heure. Là, il y a plein d'idées qui phosphorent, c'est le service voiturier, le coupe-fil, je me prends pour une star, je rentre vite, je sors vite. Donc là, pour vendre des packages intéressants aux vivre dans les stades, je pense qu'il y a beaucoup d'idées. Mais aussi, comment je peux servir contextuellement l'individu. Ça veut dire, je sais que M. Smet, il est passé au niveau du contrôle d'accès à un instant T. Dans la foulée, je vais lui proposer un happy hour sur la buvette qui est en face. Ou je vais le géolocaliser avec le Wi-Fi et je vais l'orienter vers un service qui va permettre de mieux le servir. Donc voilà la logique de la maîtrise des données. Et quand on se dit tout ça, on se dit mais attendez, le CRM traditionnel, il est mort. C'est qu'il faut révolutionner cette approche-là. Nous, on est parti du principe qu'aujourd'hui, le CRM est un commerce. Le CRM is a trade. C'est de se dire, je t'offre 30 minutes de parking si tu me donnes la marque de ton véhicule. Et le fait de connaître la marque de ton véhicule fait que je vais savoir dans quel segment je peux te positionner et quelque part quelle bière je vais te servir ou quel champagne je vais te servir. Et dans cette approche-là, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient. Alors, je pense que c'est l'effet spam, campagne, marketing traditionnel où on est tous arrosés. C'est quand je donne des infos, j'attends un retour. Alors, il y a des exemples qui sont intéressants. C'est une anecdote, mais dans un centre commercial où le message était ne faites plus vos courses en doudoune. Donc, c'était dédié aux femmes. Et ils offraient le vestiaire gratuitement pour permettre aux personnes de faire leur shopping. Et à la fin, ils récupéraient sur tablette l'information de la maman, de la famille, tout ce qu'on pouvait récupérer comme information pertinente, mais elle était consciente parce qu'il y a eu un effort de fait, un service de rendu. Donc ça, c'est une chose importante à intégrer dans le CRM, mais également, ça me fait l'introduction de la GOBI, c'est de dire, on sait délivrer le bon message sur le bon canal maintenant, à la bonne personne au bon moment, mais le bon endroit, surtout dans des espaces éphémères, c'est très intéressant de le savoir, et dans l'occurrence dans les stades ou dans les centres commerciaux, savoir où on est et servir de cette géolocalisation peut être un vecteur très intéressant, surtout pour être pertinent dans le dialogue. Alors, en conclusion, j'aime reprendre l'exemple aussi pour la partie cloud, parce que nous, clairement, par défaut, on travaille pour le PSG, c'est un mauvais exemple, mais les clubs de foot n'ont pas vraiment d'argent, et quand on discute business, ils veulent nous vendre une loge, après on n'est pas d'accord parce qu'on s'annonce start-up, donc on n'a pas trop d'argent non plus, ils veulent nous vendre de la panoptique, et ça finit par est-ce qu'on peut vous prêter un joueur, il vous fera du développement. Mais dans ce cas-là, le cloud est tombé naturellement comme une opportunité business qui masquait en fait l'inconvénient de l'infrastructure dans ce genre d'outils, parce que nous, on a du Bistock, de la Fabric, de Dynamics AX derrière nos moteurs, donc ça semble lourd en termes d'infrastructure, mais l'avantage d'Azure a permis vraiment d'avoir cette agilité-là. Alors, pour conclure, c'est que gérer un stade, c'est savoir accueillir la population d'une petite ville en quelques heures, et comment je m'organise pour capitaliser sur cette gestion dans ce temps qui m'est donné, avec de nombreux systèmes impliqués, mais également la maîtrise aussi des données. Et pour finir sur ça, c'est que c'est bien beau de maîtriser sa donnée, mais récupérer un fichier toutes les semaines derrière les caisses, je ne crée pas d'intelligence. C'est si je suis capable aussi d'accélérer mes flux, je vais être capable d'avoir une intelligence et apporter un service contextuel aux personnes. Donc là, j'ai quelques exemples de graphiques et que l'on imagine et que l'on développe. Alors, il y a du yield, parce qu'on travaille aussi avec Big Data, Microsoft, pour récupérer les informations de météo, les informations de trafic, parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire du yield, c'est important de savoir que je ne vendrai pas forcément bien ce soir parce que j'ai un accident sur le périph' à côté et que les gens iront s'asseoir au lieu de passer en buvette. Et c'est toute cette base d'informations
aussi dans le cloud, hein, parce que ce qui est important aussi, c'est de maîtriser ces données-là qui apportent de la valeur. Et pour conclure, on parle beaucoup de big data, ce qui représente une macroéconomie. Et dans notre secteur, c'est d'abord la maîtrise de sa microéconomie et de ses données qui permettent l'ouverture vers le monde du big data et la création de valeur avec les données du cloud. Voilà. Témoignage très intéressant. Sécurité, scalability. Julien, un premier commentaire sur un applicatif comme ça, métier, à la fois qui est très vertical, on l'a vu, mais en même temps qui ouvre des possibilités, et voilà, sur le métier, mais qui ouvre justement des perspectives très horizontales. Mais c'est quand même quelque chose qui était, il y a 5 ans, 10 ans, c'était quand même beaucoup plus complexe, quoi. C'était même inenvisageable. Ouais. Parce que tu l'as dit, hein, petite ville, je veux dire, maintenant les stades, ils font 50 000, 80 000 personnes, donc c'est même déjà des villes assez costauds. Et la durée de vie d'un stade hors séminaire, c'est quelques heures dans la semaine. Donc l'équation économique était juste... on ne pouvait pas la résoudre, hein, dans le sens où effectivement on n'allait pas déployer une infrastructure, des compétences aussi importantes. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est en fait les rebonds. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas un business, tu en as 50. Donc, et ça, c'est quand même assez intéressant. Et il y a tout l'aspect justement mobilité, c'est me le rappeler, mais tu as tout l'aspect mobilité qui est super intéressant parce qu'après, il va y avoir toute la notion d'interaction avec même les utilisateurs du stade en tant qu'acteurs en fait. Sachant que nous, on souhaite rester B2B. Ça veut dire qu'il y a déjà un travail énorme sur l'échange de données, la sécurisation des données, la qualité de la donnée, avec l'approche CRM, et que là, en frontal, il y a un champ des possibles qui est énorme en termes d'applicatifs mobiles et autres qu'on peut imaginer. Très bien. Merci beaucoup. Adrien, on est très heureux de t'avoir. Je crois que ton associé est à San Francisco avec le président, là. C'est pour ça que... Dans l'avion de retour. Dans l'avion de retour, on a fait un switch. Tu es un exemple français vraiment qui cartonne sur quelque chose de très très disruptif. Tu le présentes en 2 minutes ou je mets la vidéo? Je vais commencer par donner un peu la genèse et d'où on vient et me présenter le marché. Ouais, et puis après, je vous montrerai qu'on n'a absolument rien inventé et que tout ça existe depuis la nuit des temps, à travers un petit film. Et puis je donnerai des précisions sur tout ça. Alors, donc, on a monté KissKissBankBank il y a un peu plus de 3 ans et demi. Et on a monté KissKissBankBank il y a 3 ans et demi avec les rires de nos familles et de nos amis, puisque c'était en effet terriblement disruptif et que le mot crowdfunding, je vous prie d'excuser mon anglais pathétique, mais je suis encore focus sur l'apprentissage du français. Ce mot n'existait pas, on ne savait pas comment appeler notre intuition, qui était toute simple, qui était de permettre aux gens qui avaient des projets de les financer avec leur communauté et avec le grand public. Cette idée-là vient à la base de la musique. Et c'était bien de rappeler en effet les révolutions qu'ont pu vivre le secteur de la musique. Je dis le secteur, pas l'industrie, parce que ça ne représente pas assez de volume d'affaires pour appeler ça une industrie. Mais en gros, il y a une courbe il y a 5 ans qui nous a fait halluciner, qui était un paradoxe total. C'est-à-dire qu'on voyait chuter le volume, le chiffre d'affaires de la musique en flèche. Et à côté de ça, l'usage et l'écoute de la musique explosaient. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que cette courbe nous dit ? Et cette courbe, en fait, est juste simplement en train de nous dire qu'on passait d'un mode de consommation d'appartenance à un mode d'usage et de partage. Et c'est ce qui a foutu le bordel dans tout ce secteur. Et quand on a vu ça, on s'est dit qu'il ne serait pas le seul à vivre cette disruption, ce changement de consommation, et que finalement, toutes les industries culturelles, et puis par la suite des industries encore plus grandes, allaient vivre cette métamorphose. Quand on a vu ça, on s'est dit, on va peut-être pas, nous, avoir l'ambition de trouver un modèle économique, nouveau modèle économique pour la musique. En revanche, on va essayer de trouver une solution pour que les artistes puissent financer leurs projets, continuer à faire de la musique, continuer à faire du cinéma, continuer à faire du théâtre, continuer à innover et à lancer des nouveaux produits. Et pour ce faire, à partir du moment où les gens sont capables sur les réseaux sociaux de partager toute leur intimité, ça veut dire qu'ils sont aussi capables de partager de l'argent. Et donc, on va monter une plateforme leur permettant de financer leurs projets avec leur communauté et le grand public. Une fois qu'on a cette idée-là, comme je le disais tout à l'heure, ça fait rigoler tout le monde. Et ils avaient un petit peu raison, puisque la première année, on fait un peu plus de 100 000 € de volume pour la création et l'innovation.
Donc ça rigolait pas mal. Et puis quand on dit aux gens, puisque c'est notre modèle, on est sur un modèle du don contre don, c'est-à-dire je finance un projet créatif ou innovant et je récupère une contrepartie en échange, donc il n'y a pas d'histoire de dividende ni de taux d'intérêt. Là, tout d'un coup, le cerveau, il est un peu chamboulé et tout d'un coup, les gens se disent mais est-ce que c'est vraiment possible que ça fonctionne s'il n'y a pas d'histoire de cupidité et d'argent en retour? Et la deuxième année, on a collecté plus de 600 000 euros. Il y avait encore un doute sur notre modèle, mais ça commençait à intéresser pas mal de gens. La troisième année, on a collecté plus de 2,2 millions d'euros. Et 2013, on a fini à plus de 8 millions d'euros pour la création et l'innovation. On devrait être entre 15 et 25 millions l'année prochaine. Donc il y a une très grande croissance actuellement. Et demain sera annoncé par Fleur Pellerin le cadre réglementaire de notre secteur. Je raconte ça parce qu'en 3 ans et demi, on est passé d'un secteur qui n'avait pas de nom à un cadre réglementaire. Donc ça va très vite en fait. Ça va très vite et on n'a jamais rien demandé à personne. On a simplement fait les choses. Disrupter dans notre coin et au bout d'un moment, quand ça fait du volume parce qu'on est concentré sur notre produit et sur les usages qu'on est en train de créer, il se passe quelque chose qui intéresse les politiques, la société, etc. Le crowdfunding, c'est 4 verticales. La première, c'est le don, qui existe depuis toujours, qui va en général vers des initiatives de solidarité. La deuxième verticale, c'est le don contre don. C'est ce qu'on fait sur KissKissBankBank. Et là, on s'adresse à des secteurs culturels et innovants, des secteurs qui n'ont pas forcément un modèle économique permettant de rendre des dividendes ou des taux d'intérêt intéressants. Le troisième secteur, c'est le peer-to-peer lending, le prêt entre particuliers. Donc, on se prête de l'argent entre nous et puis il y a des taux d'intérêt qui s'exercent au passage. Et la quatrième verticale, c'est ce qu'on pourrait appeler l'equity-based ou le micro-venturing. Et il s'agit ici de mettre de l'argent dans une entreprise et de souhaiter recevoir des dividendes en échange. Quand vous prenez ces 4 verticales, en 2012, c'est un marché de 2,5 milliards de dollars. En 2013, c'est un marché de 5 milliards de dollars. Et Forbes fait des projections en 2020 aux alentours de 1000 milliards de dollars. Donc ça commence à devenir intéressant et ça commence à avoir un réel impact sur l'économie réelle et sur l'économie tout court. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien inventé et je vais vous montrer que ça existe depuis toujours à travers ce petit film. Mission pour toi. Salut à tous, je m'appelle Noé. J'ai un beau projet très fédérateur, un grand bateau pour sauver tous les animaux. Je vous regarde! Et moi aussi je vous regarde! Bon, là, je suis un peu en galère. Il me manque 5000 euros pour finir l'arche. Les singes sont bien, les girafes sont là. Voilà, on a fini. Ah oui, mais il manque les cafards, ouais. Oh bah non, les cafards on les gicle. Attends. Le truc c'est que Dieu il entend tout, donc la moindre initiative personnelle, ça passe pas. Raison, on s'en fout des cafards. Après, il nous a pris la tête sur la couleur. C'est chic. Ouais, c'est ça. Sans compter les problèmes de logistique. Les crocos sont en train de se barrer, là, on fait quoi? Eh ben gire le coup. Allez, allez, allez. Comment je fais? Je suis pas gardien de zoo, hein. Mon bras. Et quand il fait la gueule, il fait vraiment la gueule. Mais c'est pas vrai, il fait le déluge, mais C'est là, je crois que la relation s'est un peu dégradée, quoi. on n'est pas le 31 là, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? J'ai eu des mots malheureux. Et Noé, n'oublie pas les petits chats. Et Noé, n'oublie pas les cafards. Pourquoi pas les dinosaures? Donc tu y es. Chier. Le problème, c'est que, il répond plus, il boude. Il manque 5000 euros pour finir l'arche, c'est pas beaucoup. Je compte sur vous, hein. Et lui aussi, il compte sur vous. Et puis, il y a des contreparties. Par exemple, si vous donnez 50 euros, eh ben vous avez une photo dédicacée de moi. Et puis alors, si vous donnez 1000 euros, l'arche est rebaptisée à votre nom. Robert, si tu m'entends, c'est le pied d'être dans la Bible. Moi, je paierais des millions pour être... Bon, j'y suis. Mais je paierais cher pour être dans la Bible. Réfléchis, Robert. Réfléchis bien. Bravo. Alors en effet, là on est reparti vraiment très très longtemps en arrière, mais on peut simplement s'arrêter dans les années 50 et découvrir que le premier film de John Cassavetes s'est financé avec un appel à la radio en disant si vous voulez enfin voir un film qui vous ressemble, envoyez $1 à telle adresse. Shadows, ce film réalisé en 15 jours et qui se termine par une grande fête dans un appartement dans laquelle on retrouve tous les gens qui ont financé le film de John Cassavetes. Donc il est le premier à faire du don contre don dans le cinéma. Alors, ce qui y a d'amusant en fait avec le crowdfunding, en fait, c'est que ça fait partie d'une famille un peu plus grande, qui est la famille de l'économie collaborative.
Donc c'est la mobilité partagée à travers le covoiturage, c'est finalement le couchsurfing ou Airbnb même qui disrupte totalement le secteur de l'immobilier. On a parlé des taxis tout à l'heure, il y a quelques structures qui sont en train de bousculer un petit peu ce secteur. On peut parler de la ruche qui dit oui si on veut parler de l'alimentation. Et toutes ces startups, en fait, elles sont dans la continuité du peer-to-peer. C'est-à-dire que ce qui est assez amusant, c'est que cette économie collaborative, c'est la suite de l'organisation peer-to-peer qui était purement technique et qui désormais inspire la société. Et notre société est en train de s'organiser sur le modèle du peer-to-peer. Mais si on remonte un peu plus loin, le modèle du peer-to-peer, c'est le modèle du rhizome de Deleuze. Donc on est sur des formes, des architectures de société qui sont réfléchies depuis un certain temps et qui deviennent effectives à partir de maintenant. Ce que ça fait, en fait, ce que ça change, c'est que tout d'un coup, on est sur une société un petit peu plus horizontalisée et on est désormais tous interconnectés pour pouvoir en toute autonomie se financer, voyager, se nourrir, etc., etc. Donc la grande innovation, elle est dans cette architecture de société, de circuits courts et de désintermédiation qui redonne un peu plus de pouvoir à tout le monde. Et bien évidemment, ça chamboule beaucoup de secteurs, beaucoup d'industries. La musique était pionnière de ce changement et le cinéma est en train de vivre à peu près à la même époque. La presse, n'en parlons pas, l'édition de manière générale. Mais quand on regarde la mobilité partagée, les constructeurs automobiles se posent beaucoup de questions sur tous ces sujets. L'immobilier, si vous regardez New York, il y a plus de nuitées sur Airbnb que dans les hôtels new-yorkais. Ça pose des questions aussi. Et maintenant, le crowdfunding, les banques et la finance traditionnelle, on est potentiellement aussi une pièce disruptive à l'intérieur de ce secteur. Voilà à peu près pour la présentation globale. On va garder sur un peu de temps pour le débat. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, mais l'économie collaborative, l'année 2014 va être à mon avis un tournant. Et je pense que les taxis qui bloquaient le palais jusqu'à 6h du matin en sont un témoignage. Ce qui est génial avec les taxis, c'est qu'ils nous ont tous permis de télécharger Uber, le Cab, voilà, etc. Donc ils sont vachement malins, les mecs. C'est une promotion incroyable. Avant de passer au débat, j'aimerais échanger avec vous au sein du Hub Institute. On sort dans les prochains jours une étude, un Hub Report sur ce qu'on appelle le subscription commerce, c'est-à-dire l'abonnement produit. Et donc on voulait partager un peu avec vous cette tendance, une tendance de fond qui va bouleverser un petit peu le modèle du e-commerce classique. Donc en gros, l'idée, c'est de dire que vous allez voir, évidemment, vous êtes abonné pour certains à pas mal de services, mais de plus en plus, vous allez progressivement vous abonner à des produits, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un peu un système hybride entre, d'un côté, effectivement, de la vente et du marketing. Et l'idée, c'est effectivement, enfin en tout cas une des contraintes, c'est avoir une logistique et une gestion d'approvisionnement qui soit très très fine et très pertinente pour pouvoir vraiment satisfaire le client. Donc en gros, en termes de parcours d'achat, donc vous inscrivez sur un site, vous remplissez le questionnaire, voilà, et puis après, tous les mois ou toutes les semaines ou tous les trimestres, vous allez recevoir un produit. En gros, c'est un peu la tendance. Alors il y a différents acteurs français qui sont lancés. Je citerai par exemple Evian chez vous par exemple, qui est un des premiers à s'être lancé. Donc aujourd'hui, les entreprises, les particuliers s'abonnent à Evian et donc vous avez un stock identifié que vous avez qualifié au début qui arrive chez vous tous les mois. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis c'est vraiment cette logique de simplicité. Alors, cette logique d'abonnement, vous la connaissez évidemment. Nous, on appelait ça la première génération, c'est-à-dire vraiment des abonnements services, c'est-à-dire l'abonnement mobile, le câble, et ainsi de suite. Et là, en fait, là, on a effectivement de nouveaux modèles qui arrivent avec Netflix qui va débarquer prochainement en France. Et puis, il y avait aussi de l'abonnement voyage, mais ça existe depuis des années. Et on a aujourd'hui, voilà, Windows, effectivement Azure, c'est un des acteurs, l'hébergement. Alors, c'est B2B, B2C. Donc, et puis, on a aussi Adobe sur, effectivement, passer du logique de software à l'abonnement sur pas mal de logiciels. Donc, c'est assez intéressant. Alors, la deuxième génération, c'est ça. C'est vraiment cette idée que dans une logique de découverte,
et de simplification. On va s'abonner et recevoir un certain nombre de produits tous les mois. Alors, il y a pas mal d'acteurs qui se positionnent sur ce secteur, hein, donc on ne pourra pas tous les faire. Je vous ai donné un peu l'exemple de Deviant. Il y a effectivement Target aux États-Unis. Il y a effectivement en France, vous vous abonnez sur les plateformes et vous recevez une bouteille de vin découverte par mois. Et puis, encore une fois, aux États-Unis, vous vous abonnez sur un site de lame de rasoir et vous recevez vos lames automatiquement par courrier tous les mois. Je pourrais citer, j'ai une fille de 5 semaines, l'abonnement aux couches sur Amazon qui marche très bien aussi. Voilà, donc on est vraiment aujourd'hui rentré dans cette logique d'abonnement produit. Et ici, dans cette première catégorie, on a souhaité organiser ces services dans une logique d'abonnement fonctionnel, de produits fonctionnels qui ne génèrent pas, on va dire, d'émotions incroyables. Alors évidemment, on ne va pas dire que ça ne gère pas d'émotions, mais disons que c'est pas aussi fonctionnel, enfin ça ne gère pas autant d'émotions que ce qu'on a appelé dans cette deuxième partie les objets, justement les abonnements émotionnels, où là on recense des chaussures, des bas, voilà, Birchbox, donc là c'est tout ce qui est cosmétique, carrément des repas. Donc là, vous vous abonnez une fois par mois, vous recevez donc un menu surprise, un menu cuisine du monde pour 4 personnes. Et donc à chaque fois, ça change. Vous n'êtes pas prévenu du repas, vous avez la recette en ligne et ça permet de découvrir de nouveaux produits. Et puis progressivement, voilà, vous avez aussi justement de la cosmétique. Voilà. Donc en gros, il y a d'un côté l'abonnement produit traditionnel et qui est aujourd'hui, on en est à la partie, donc, on va dire, fonctionnelle, et progressivement, on va avoir dérivé de plus en plus de l'abonnement produit sur des produits émotionnels. Alors l'idée, et c'est les échanges qu'on a avec les grandes marques, c'est ce temps imparti qui était dédié à l'achat de produits non émotionnels, où est-ce qu'il va être réinvesti ? Et c'est ça un petit peu qui est intéressant, c'est est-ce que du coup ils vont l'investir sur du produit émotionnel où ils vont aller en magasin pour acheter des produits ultra frais ou du produit émotionnel, ou est-ce qu'ils vont l'utiliser d'une autre manière en allant sur internet et en achetant d'autres produits. Donc c'est tout frais, il y a des enjeux qui sont très très importants et on est vraiment en train d'étudier la chose, quoi. Alors après on peut imaginer de l'abonnement où vous recevez à chaque fois votre nouveau PC à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération qui sort, c'est une possibilité. Voilà, aussi pareil, vous abonnez un peu comme le Deezer, on peut avoir le Deezer des livres, hein. Je crois qu'il y a pas mal d'acteurs qui sont dessus. Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment un qui a émergé, même si Goodreads propose pas mal de choses. Et puis voilà, pareil pour toute la partie entertainment. Voilà, alors on peut aller aussi sur les chiens et chats, alors c'est un peu horrible, quoi. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, j'en ai marre, je change, j'en ai un tous les 6 mois. Alors, c'est un exemple un peu extrême, mais c'est aussi pour vous faire réfléchir qu'on va rentrer dans la logique d'abonnement avec cette logique un petit peu de switch. Je m'arrête là. Chacun fait la transition. Donc en gros, bilan et perspective. Pour cette démarche-là, recruter et fidéliser de nouveaux clients, c'est évidemment l'enjeu des marques. Tester de nouveaux produits, c'est clair qu'avant de lancer de grands plans marketing sur des points de vente, c'est toujours intéressant pour des grandes marques de tester en ligne des produits, enchanter l'acte d'achat avec ce côté surprise un petit peu tous les mois, augmenter le taux de fidélisation et puis et c'est ça qui fait courir les marques, c'est la logique de revenu perpétuel, où vous basculez un peu d'une logique de client-consommateur one-shot à une logique d'abonnés récurrents. Donc demain, vous n'allez pas couper votre abonnement téléphone. Donc évidemment, il y en a d'autres qui ont la même idée et ça arrive et c'est en 2014. Voilà, merci beaucoup. On va passer à la partie débat. Donc je reviens à toi. Ouais. Vas-y. Ah pardon, excuse-moi. Effectivement. Je reviens à toi, Julien, sur un peu ce qu'on a vu avec d'un côté, si tu veux, donc un outil, une démarche B2B qui crée de nouveaux business, puisque au niveau du yield dans les stades, la base c'était la place. Et puis maintenant, on a la buvette temps réel et du coup, on a quels moyens humains je mets en termes d'ouverture et autres. Donc, on va vraiment être dans une logique d'optimisation temps réel. Et donc, en gros, l'idée, c'est avec cette logique de cloud, c'est se dire, on n'a plus de limites en termes de scalability, en fait. Quelles sont les grandes évolutions pour 2014 que tu perçois, toi, et qui vont être implémentées, alors sans dévoiler de choses, mais côté Azure, quoi. Et ton avis business aussi. Alors, c'est une très bonne question. C'est l'évolution de l'informatique, c'est de pouvoir, encore une fois, se concentrer de plus en plus au business. Ouais.
Donc au début, on automatise un certain nombre de couches. Donc on se dit, on va aller jusqu'à la machine virtuelle. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en tout cas, on va dire la machine virtuelle. Et puis après, on va remonter les services de manière à ce que vous puissiez vous concentrer sur une seule chose qui est le code. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais développeur is king. Hein. Donc c'est le grand créateur de demain, ce sera le développeur avec le designer. Hein. Mais globalement, ce sont eux qui vont vraiment créer de la valeur. Et l'objectif, c'est de pouvoir passer le plus de temps sur ces logiques-là, sachant que le cloud, on l'a souvent comparé à l'utility computing. Donc, nous sommes la nouvelle révolution industrielle. Quand je dis nous, c'est les acteurs du marché, parce qu'on vous fournit de la puissance informatique. C'était The Economist, ils avaient dit, quand on parlait des méga data centers, ils disent c'est les nouvelles, non pas des centrales électriques, non pas des centrales nucléaires, mais des centrales informatiques. Et notre objectif, c'est vraiment de vous fournir justement en unité de compute, en unité de gigaoctets de stockage, pour vous permettre justement de réaliser de nouveaux business models et surtout d'être libérateur d'innovation. Moi, le point commun que je vois quand même avec tout le monde, c'est la rupture technologique justement dans l'accès à la donnée, je veux dire, et l'accès à l'information. Parce que si on n'avait pas accès à l'information, si on n'avait pas les périphériques mobiles, le réseau et la capacité aussi de fournir l'information à tout le monde, globalement, l'intermédiation serait difficile. La désintermédiation, en certains cas, serait difficile. Donc, notre objectif, et c'est vraiment la tendance, c'est toujours remonter ces couches pour pouvoir permettre aux entreprises de se concentrer sur ce qui est le plus important. Encore une fois, patcher un serveur, réceptionner un serveur, installer un serveur. J'espère choquer personne, mais globalement, ça ne va pas vous différencier. Enfin, en tout cas, moi, quand je rencontre Renault par rapport à BMW, ils me disent pas. C'est ça qui me fait courir. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et le deuxième point, c'est l'exploitation de la donnée. Et vraiment, là, on a un super exemple avec AP2S, mais c'est vraiment de pouvoir exploiter cette donnée pour pouvoir en tirer le meilleur pour son propre produit ou en tirer le meilleur pour maximiser le revenu par utilisateur. Cyril, j'ai une question entrepreneur. Comment tu vends la disruption et à quel niveau de management tu dois aller pour aller la vendre et quel est ton cycle business pour aller vendre des choses aussi innovantes et disruptives? Alors, ça dépend un peu de la géométrie de nos clients. Anecdote. Oui, alors souvent c'est souvent par le marketing, la direction générale qui sont assez soucieux de l'innovation et aussi de la donnée, de leur capacité d'analyse. Ce qui est assez perturbant, c'est qu'on gère tellement de données que quand on nous demande des exemples héroïstes très précis, le premier exemple qu'on prend c'est on pose la question combien de temps vous mettez à faire vos rapports tous les jours pour analyser votre business. Et la première réponse c'est je mets au moins une demi-journée, voire une journée, et en plus je ne suis pas tout à fait satisfait de ce que je sors sous Excel. Je dis ce temps-là, passez-le à faire autre chose. Et c'est pareil, c'est là où il y a une histoire qu'on construit correctement et intelligemment avec Microsoft, c'est que la plupart commencent à travailler un nouveau business sous Excel. Ça veut dire, je vais commencer à vendre, faire l'administration des ventes. Parfois, j'ai même des clients qui se partagent un fichier à 10 et qui se réservent l'utilisation du de la colonne sous Outlook. Donc là, on est un peu dans le modèle limité. Mais par rapport à ça, on dit, lâchez Excel, prenez les outils et revenez vers ça pour ensuite vraiment travailler la BI. Donc 2014, pour nous, ça va être, alors d'une part, continuer l'aventure dans le cloud, parce que nous, on est un peu aux prémices, on est jeunes dans l'aventure, mais on sait que de toute façon, c'est un passage obligé, parce que le modèle économique de notre solution l'impose quelque part, et aussi notre marché, la variabilité, la scalabilité qu'on évoquait tout à l'heure, c'est indispensable. Mais l'effort et l'engagement qu'on lance, nous, c'est aussi l'analyse. Alors là, on travaille avec Power BI, mais c'est être capable de trouver les nouveaux axes. Alors on parle de la vue d'avion avec justement comment analyser le big data. Premier réflexe naturel, je prends du recul. Vue du ciel, plan de chaleur, je sais où est l'activité de mon stade. Je vais dire, tiens, en haut à gauche, à droite, c'est mes buvettes, j'ai du mal. Qu'est-ce que je fais? Nouveau service, j'ai des enfants. Voilà, j'ai plein d'idées. Mais c'est cette approche BI qu'il va falloir inventer. Et là, c'est clair que la puissance de calcul va nous être hyper importante. Et du coup, après avoir implémenté les solutions, vous rentrez du coup dans une partie conseil avec des échanges un peu rapides pour optimiser, j'imagine, si on est sur des stades de foot. Donc, match après match, on peut optimiser, travailler son ROI, comparer les chiffres d'affaires, identifier de nouveaux business éventuellement. Et donc là, c'est dans une logique d'année. C'est vraiment une notion d'apprentissage chez BI temps réel où je suis capable, peut-être sans trop maîtriser, de voir comment ça se passe, parce que de toute façon, ils sont rentrés show must go on, comme on dit. Et après, je pose les crayons, j'analyse et je commence à créer de la valeur par rapport à tout l'historique de données que je peux recueillir. Adrien, dernier mot. C'était quoi les premiers jours? Comment, en tant qu'entrepreneur, non mais juste pour rigoler, vous avez eu l'idée et vous avez dit on se lance. Quand vous êtes allé voir, quand vous avez manifesté, c'était Friends and Family au début qui ont participé sur la plateforme. Comment ça s'est fait?
C'est plus que friend and family parce que mes associés, Ombline et ma cousine et Vincent c'est son mari, donc on travaille en famille. On travaille en famille et on a eu l'idée, Ombline a eu l'idée, on en a discuté, après on en a parlé avec Vincent, après on s'est mis à travailler le soir, le week-end, ça a mis 2 ans pour écrire le projet, on ressemble à aucune autre start-up dans la manière dont ça s'est mis en place, même si personne n'est exactement toujours dans les mêmes modèles, mais ça a été très dur, la première année on ne connaissait pas notre métier, hein. On avait inventé des métiers, on avait inventé un secteur, donc bon, tu fais pas mal d'erreurs, hein, parce que tu es sur les plâtres, et puis c'est un moment qui est difficile mais qui est passionnant. Tu évoquais les chiffres de développement pour 2014, mais en termes de business, en termes de déploiement, vous allez ouvrir... Alors, par rapport à notre développement, il y a 6 mois, on a lancé une autre plateforme, une nouvelle plateforme qui s'appelle Hello Merci, et qui est une plateforme de prêt entre particuliers solidaire. Donc, c'est emprunter à des gens qui vous veulent du bien. Vous empruntez 100 € et vous rendez 100 € à la personne sans taux d'intérêt. Donc c'est pour passer son permis de conduire, financer ses études, financer son BFR quand on est un commerçant, etc. etc. On est du coup la première ou la seule entreprise de crowdfunding dans le monde à avoir 2 plateformes, répondant à 2 thématiques, 2 problématiques différentes. Si on a monté Hello Merci, c'était pour répondre à tous ces projets qu'on refusait au quotidien, qui ne rentraient pas dans la case de la création ni dans la case de l'innovation. Donc c'est l'année du déploiement d'Hello Merci. C'est aussi certainement l'année d'autres surprises dans cette lignée-là. On a été aussi les premiers dans le monde à travailler avec des marques et des entreprises pour qu'elles viennent faire du micro-sponsoring, qu'elles viennent aider tous ces projets d'émergence. Donc c'est l'année où on va déployer aussi ce modèle économique, sachant que, vous l'avez vu dans le film, on est partenaire avec la Banque Postale et ils ont été les premiers dans le monde à venir soutenir des projets créatifs et innovants sur des plateformes de crowdfunding. On espère que d'autres belles et grandes entreprises comme ça nous suivront cette année sur cette thématique. Et puis pour finir, il y a bien évidemment l'international. On a ouvert un bureau à Bruxelles pour le Benelux il y a 6 mois et bientôt certainement le Canada et la Chine. Très bien. Merci beaucoup, il est 13h. Adrien, Julien, Cyril, merci beaucoup pour votre intervention.